Sans plus tarder, vous savez tous qu'il y a eu des prêtres, il y a eu des évêques, il y a eu un message des évêques du Congo qui se sont rassemblés pour libérer un message concernant toute la société congolaise. Et ça a beaucoup jasé, beaucoup d'encre ont coulé par rapport au message des évêques. Et ce soir, c'est vrai que nous avons participé aux émissions, nous avons parlé de ce message, nous avons parlé de discuter, débattu de ce message avec certains compatriotes sur d'autres chaînes voilà, qui officient dans la diaspora. Mais ce soir aussi, j'aimerais bien revenir sur la quintessence de ce message des évêques parce que j'ai constaté que beaucoup de nos compatriotes n'ont pas compris la quintessence du message des évêques. Je pense que les évêques du Congo-Brazzaville ont été neutres, ils ont joué totalement à la neutralité. Les évêques du Congo-Brazzaville ont joué à la neutralité, ils ont libéré un message en fonction des éléments qui sont à leur disposition. Bon, si c'était des gens de la diaspora, si c'était des Congolais de la diaspora, on devait nous taxer de tout parce qu'on nous dit que les Congolais de la diaspora ne sont pas sur le terrain, ne vivent pas les réalités sur le terrain. Mais là, il s'agit des évêques du Congo, des évêques qui sont sur le terrain, qui vivent au quotidien avec les populations, excusez-moi, eux-mêmes qu'ils ont fait des analyses par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Donc ce soir, tous ensemble, nous allons décortiquer un peu ce message, le message des évêques, parce que c'est très important. Je pense que le message des évêques concerne toute la société congolaise, en particulier les évêques indexent le pouvoir en place et bien compris, y compris l'opposition. L'opposition aussi est indexée par rapport au message des évêques aussi. L'opposition congolaise, nous le disons, n'a pas pleinement aussi joué son rôle. Donc, tout le monde a eu pour son grade dans le message des évêques. Et en ce qui concerne l'opposition, les gens se réjouissent parce que quelque part, les évêques, voilà, ils ont joué le rôle que d'habitude devaient jouer les opposants. Donc, en ce qui concerne l'opposition congolaise, il y a un deuxième sujet de ce soir. L'opposition a-t-elle les chances de remporter les présidentielles du 21 mars 2021? Nous allons revenir dans plus de détails par rapport à ce qui concerne l'opposition. Là, nous allons d'abord commencer. Nous allons lire, au fur et à mesure, nous allons lire et décortiquer ensemble le message des évêques. Et les évêques, là, ici, ils ont commencé en disant ceci. J'écoute que dira Dieu. Parce qu'il faudrait que nos compatriotes comprennent que les évêques se sont d'abord adressés aux fidèles. Les évêques se sont adressés aux fidèles. C'est vrai que dans l'ensemble de la population congolaise fait partie des fidèles, mais le message était adressé pas au pouvoir en place, parce que les gens confondent. Ils pensent que les évêques se sont adressés au pouvoir en place. Les évêques ne se sont pas adressés au pouvoir en place, ni à l'opposition, ni aux partis politiques, mais les évêques se sont adressés aux fidèles. Donc, le message des évêques était vraiment adressé aux fidèles. Ils disent, j'écoute que dira Dieu. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, pourvu qu'ils ne reviennent pas à leur folie. Au peuple de Dieu. Voilà, le message des évêques s'adresse particulièrement au peuple de Dieu. Nous voyons des réactions sur la toile, dans les réseaux sociaux, les gens qui se sont levés, qui se lèvent contre les évêques, sans pourtant analyser, voir la quintessence de ce message. Il faudrait analyser, le voir, et les évêques, ils ont bien fait, ils ont posé le cadre. Le cadre est là, le cadre est posé dès le début de ce message. Ce soir, je ne fais pas l'avocat des évêques, c'est pas mon rôle en tant qu'acteur politique de mon pays, mais j'analyse en profondeur ce message parce que je trouve que ce message est très important pour l'avenir de notre pays, pour nos compatriotes, pour nous tous, pour que nous, en tant que parti politique, acteurs politiques, nous puissions aussi saisir cette occasion, cet invite des évêques pour que nous puissions œuvrer efficacement dans le bon sens. Donc, les évêques s'adressent aux fidèles, ils disent au peuple de Dieu, aux personnes de bonne volonté. Donc, toutes les personnes de bonne volonté sont concernées par rapport au message des évêques. Si dans la mouvance présidentielle, les gens ne se sentent pas concernés,
ben, tant mieux pour eux. Si dans l'opposition aussi les gens ne se sentent pas concernés aussi, tant mieux pour eux. Mais je pense que l'ensemble, les laïcs, tous les laïcs, bon, voilà, ils sont concernés. Et toutes les bonnes volontés aussi dans notre pays. Et ceux qui ne sont pas laïcs aussi, ceux qui sont athées, y compris même les athées, si se sentent concernés. Mais je dirais aussi que le message des évêques aussi les concerne aussi. Ils ont dit, à quelques semaines de la tenue de l'élection présidentielle, nous, évêques du Congo, réunis pour une session extraordinaire du 26 au 28 janvier 2021, adressant à vous, peuple de Dieu, ainsi qu'à tous les hommes et femmes de bonne volonté. Donc voilà, les évêques, les gens vont dans tous les sens, alors que les évêques ont posé un cadre à leur message. Le cadre, il est clair. Voilà, les évêques ne s'adressent pas au pouvoir en place de Brazzaville. Les évêques ne s'adressent pas à Denis Sassou Nguesso. Les évêques ne s'adressent pas à l'opposition. Mais les évêques s'adressent d'abord au peuple de Dieu. Le peuple, parce que les évêques, eux, ils ont un peuple que eux, ils sont en train de nourrir, de conduire. Donc, ils s'adressent principalement à ce peuple-là et à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Donc, voilà, je pense que sur ce point, le débat, il est clos. Si au sein de la classe politique, les gens se sentent concernés par rapport à ce message, ils peuvent se l'approprier. Mais si vous ne vous sentez pas concerné, ça ne sert pas de monter au créneau, de pointer du doigt les évêques, alors que dès le début, les évêques, ils ont mis un cadre légal à leur message. Au peuple de Dieu, aux femmes et aux hommes de bonne volonté, un message de paix. Voilà. Donc le message des évêques, c'est un message de paix et d'espérance. Conscient de ce que beaucoup vivent déjà dans la peur et la hantise, à cause du fait qu'au Congo, les élections sont souvent l'occasion de troubles sociaux, politiques et sécuritaires. Tous nous savons, en tant que citoyens congolais, nous savons que les élections, ça crée toujours des troubles, les gens sont toujours dans la peur, les gens sont dans la peur, ça crée de la hantise dans le pays, parce que les gens redoutent que non, qu'il y ait des violences après les élections présidentielles. C'est pas pour la première fois que dans notre pays, que nous puissions vivre des violences après les élections présidentielles. C'est en vertu de tout ce qui s'est passé dans notre pays que les évêques ont adressé ce message d'abord au peuple de Dieu, le peuple que eux ils paient, et en plus, ensuite, aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Donc, c'est pas adressé à Denis Sassou Nguesso, ni aux opposants, ni à qui que ce soit. Le message des évêques est clair, c'est d'abord adressé au peuple de Dieu et aux hommes et femmes de bonne volonté. Ils disent, nous continuons, à la lumière des Saintes Écritures et à la doctrine sociale de l'Église, nous voulons faire une lecture prophétique sur la situation socio-économique et politique de notre pays. Car, comme dit le Concile Vatican II, l'Église a le devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile. Voilà le grand problème aujourd'hui. Voilà où bon nombre de nos compatriotes en sont passés à côté de la plaque. J'ai participé au débat concernant le message des évêques. Je me suis rendu compte que beaucoup de nos compatriotes, surtout ceux qui sont de la mouvance présidentielle, sont quasiment passés à côté de la plaque. Nombreux sont passés à côté de la plaque. Nombreux ont pensé que les évêques s'adressent uniquement contre le pouvoir en place. D'aucuns ont dit que non, oui, l'Église est devenue le réceptacle de l'opposition. Nullement ici, l'Église prend parti de l'opposition ni du pouvoir en place. Ici, l'Église joue complètement à sa neutralité. Et j'aimerais dire à nos amis, nos compatriotes de la mouvance présidentielle que quand les évêques parlent de Gaudium et Spé, c'est la constitution de l'Église. L'Église, je l'ai dit dans une émission, dans un débat, l'Église catholique romaine a double fonction. Ils ont une fonction temporelle et ils ont aussi une fonction religieuse aussi. Et c'est une institution. Voilà, n'oublions pas que l'Église catholique est une institution. La cité du Vatican, le Saint-Siège, c'est un État. Le Vatican, c'est un État. En tant qu'État, ils ont une constitution. Le Vatican a une armée. Le Vatican a une armée. Le Vatican a sa monnaie, qui est l'euro aussi. Donc le Vatican, c'est un État aussi. En tant qu'État, ils ont leur constitution. Et voilà, en tant qu'État aussi, ils peuvent aussi donner leur point de vue sur la situation de ce qui se passe dans le monde. Voilà, la constitution de l'Église, je suis allé fouiller, j'ai regardé au niveau de la constitution de l'Église,
voilà, Gaudium SP, au numéro 4, c'est bien dit que l'Église a le devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile. Donc, c'est tout à fait le rôle, les évêques, c'est dans leur rôle. N'oublions pas que, chers compatriotes, les gens aussi qui ignorent, les gens avec lesquels, de la mouvance présidentielle que nous avons discuté ensemble, nombreux ne savent pas que les évêques sont nommés depuis le Vatican. Donc, au Congo, les évêques du Congo sont désignés par le pape, par le souverain pontife. Donc, n'oublions pas que tous les évêques du Congo, voilà, sont nommés, sont désignés par le souverain pontife. Donc, c'est le pape qui choisit les évêques. En dehors de la France, et la Suisse, et un peu quelques pays de l'Europe orientale, mais en France avec le Concordat, je pense que le président Macron, il peut nommer certains évêques, notamment en Alsace et en Moselle, mais le reste, c'est au niveau du Vatican. Exactement la même chose pour nous au Congo-Brazzaville. Nos évêques sont désignés, nommés, choisis par le Vatican. Donc l'État congolais n'a pas faire des propositions des noms des évêques au niveau du Saint-Siège. C'est le nonce apostolique, l'ambassadeur du Vatican au Congo, de commun accord avec les autres, toutes les églises catholiques du pays. Voilà, ils choisissent les évêques, les noms sont envoyés à Rome, au Vatican. C'est le pape maintenant qui choisit et qui désigne en commun accord avec le nonce apostolique. Donc, mes chers compatriotes, il y a pas de doute, il n'y a pas de parti pris comme nous avons vu certains qui se sont levés de la mouvance présidentielle. Ah non, les évêques du Congo, voilà, au lieu de rester au milieu du village, ils ont pris position pour l'opposition. Ici, les évêques n'ont pris position pour personne. Les évêques, ils ont parlé. Voilà, les évêques s'adressent d'abord à leur peuple, au peuple de Dieu et à toutes les personnes de bonne volonté. Nous, en tant que personne de bonne volonté, moi en ce qui me concerne, en tant que personne de bonne volonté, j'ai bien trouvé que le message des évêques, ça joue complètement leur neutralité. Ils ont posé le cadre, c'est la constitution de l'église pastorale de Gaudium SP, au numéro 4, que les évêques se sont inspirés. Ils ne se sont pas inspirés de quoi que ce soit, ils se sont inspirés de leur constitution qui leur confère ce rôle et ce droit de parler sur les sujets de société qui concernent partout où l'église catholique romaine est implantée. Ils ont un avis à donner. Donc voilà, c'est ce que les évêques du Congo ont fait. Nous allons continuer. Le 23 décembre, nous allons continuer. Le 23 décembre, le dernier, le chef de l'État s'est adressé à la nation devant le Parlement, réuni en congrès dans un contexte national et mondial dominé par la pandémie de la Covid-19. Ce discours a été pour lui l'occasion de faire l'état de la nation à l'horizon de 2021, notamment sur la situation socio-économique et politique du pays, avant d'esquisser des projections pour 2021. On continue. Voilà. S'exprimant sur l'actualité politique récente du pays, le chef de l'État a tout d'abord salué la tenue de la concertation politique de Madingu, ayant réuni la majorité présidentielle et les partis de l'opposition dans le but de créer par le dialogue des conditions apaisées pour l'organisation de l'élection présidentielle prévue pour le 21 mars 2021. Puis il a évoqué la situation économique de notre pays pour souligner les avancées réalisées par le gouvernement dans le contexte particulièrement difficile. Mais c'est ce que je ne comprends pas avec nos compatriotes, surtout la majorité présidentielle. Ici, personne n'a été gratiné. Ici, d'ailleurs, les évêques louent l'initiative que le gouvernement avait mis en place concernant le discours, la concertation de Madingu. Voilà. Ici, les évêques n'égratignent personne. Ils parlent même que le président a parlé des réalisations qui ont eu lieu dans notre pays. Mais ce que je ne comprends pas avec nos compatriotes de la majorité présidentielle, tout d'un coup, non, ils se sont seulement levés pour dire que oui, l'Église, les évêques n'ont pas joué leur rôle de neutralité. Les évêques, voilà, fustigent l'action du gouvernement. Voilà, il y a eu la loi de la séparation du pouvoir et l'État. Nous avons entendu plein de choses, alors que tous ceux qui sont dans la majorité présidentielle, nos compatriotes qui sont dans la majorité présidentielle, tous, ils ont tapé à côté, ils ont eu un raisonnement erroné, ils n'ont pas fait une très bonne analyse du message des évêques, tous, ils ont tapé à côté. Alors que les évêques, ici, ils louent l'action du gouvernement, l'action du président de la République, puisque le président de la République s'est adressé devant
devant le Parlement, voilà, réunis en congrès pour faire l'état de la nation. Notamment, le président a dit, il a donné le cap par rapport aux élections de 2021. Et nous allons continuer, pour ne pas s'attarder à ça, continuer la lecture parce qu'il y a tout ce qu'il faut dans cette lecture. Qu'il nous soit d'abord permis de rappeler à notre tour. Ça, ils ont loué ce que le gouvernement a fait, l'action du gouvernement. Maintenant, regardez maintenant le point de vue des évêques. Les évêques disent à notre tour, les améliorations survenues dans notre pays en matière de sécurité depuis les dernières élections en dépit de la crise du pool, dont nous ignorons toujours les tenants et les aboutissants. Depuis 2 ans, en effet, on peut dire que la sécurité est revenue dans l'ensemble du département. Cet apaisement est bénéfique à tout le pays, malgré la présence de nombreux groupes de jeunes, bébés noirs, katakata, kuluna, etc., qui sèment la terreur dans certains quartiers de nos villes et villages. Aujourd'hui, grâce à la sécurité restaurée aussi, mais aussi grâce aux efforts d'investissement ces dernières années, on peut circuler librement de Pointe-Noire à Infondo sans rencontrer d'entraves majeures, sauf celle de la route nationale numéro 2. Ici, les évêques ont joué pleinement la neutralité. Ici, les évêques louent l'action du gouvernement et du président de la République concernant en matière de sécurité, concernant la paix qui est retrouvée dans le pool, la facilité de se déplacer de Pointe-Noire jusqu'à Infondo sans entrave. Là, la majorité, ceux qui sont dans la majorité présidentielle, n'ont pas vu cela. Eux, ce qui les éthique directement, voilà, là où les évêques ont égratigné l'action du gouvernement. Mais là, les évêques ont loué, ont salué l'action du gouvernement, l'action du président de la République, en ramenant la paix dans le pool, le calme dans le pool, et la facilité aux Congolais de se déplacer dans tout le pays. Voilà, ça c'est indéniable. Ça on ne peut pas le nier. Ça c'est une avancée significative dans notre pays. Au moins, les Congolais peuvent se déplacer du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà, les évêques louent voilà, cette action du gouvernement. Mais ceux de la majorité présidentielle, nos amis de la majorité présidentielle n'ont pas vu cela. Eux, ils voient seulement les points négatifs. Alors que ici, les évêques, ils ont très bien joué leur rôle. Et nous allons continuer la lecture. C'est un mérite incontestable du gouvernement qui consent des efforts louables en cette période de crise économique et sanitaire sans précédent. Dans le même cadre, il faut féliciter les autorités de notre pays pour la baisse du prix du ciment grâce à la diversification qu'a connu ce secteur ces dernières années. Voilà, nous sommes des compatriotes, nous sommes des acteurs politiques. Quand il y a des choses qui sont bien faites, nous pouvons saluer. Ici, les évêques saluent l'action du gouvernement. Et c'est un constat. Les évêques vivent avec les populations congolaises au quotidien. Tous, nous savons que grâce à l'action du gouvernement, le prix du sac de ciment a baissé. Donc, les évêques saluent cette action du gouvernement. Mais je ne comprends pas pourquoi même les gens de la majorité présidentielle, ceux qui sont censés de défendre Denis Sassou Nguesso, sont incapables même d'évoquer ce point dans les débats politiques. Ils sont eux-mêmes incapables d'évoquer ce point significatif, majeur, que c'est une réussite. Il faudrait le reconnaître. C'est une réussite. Nous ne sommes pas là pour des gens qui font de la politique, critiquer pour critiquer. Les évêques ont été clairs dans leur message. Ils ont salué l'action du gouvernement dans ce sens-là. Maintenant, ceux de la mouvance présidentielle, ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu ça. Pour eux, ils voient seulement, ah non, les évêques, voilà, ils sont là pour cautionner l'action pour cautionner l'opposition. Mais ici, les évêques ont salué l'action de la mouvance présidentielle, de la majorité présidentielle, du gouvernement. Mais nos compatriotes, ceux qui sont du gouvernement, ceux qui défendent le gouvernement, sont incapables. Même le ministre de la Communication, il a été incapable de comprendre que ici, les évêques ne sont pas contre le gouvernement. Les évêques ont joué pleinement leur rôle. Ils ont salué l'action de son gouvernement. Et nous allons continuer la lecture. Des années, nous réjouissons de la construction de l'Université catholique du Congo à Pointe-Noire et de l'ouverture toute prochaine de l'Université Denis Sassou Nguesso à Kintélé, tout en appelant à la restauration de la modernisation de l'université Mariam Gwabi. D'autres universités devront être construites à l'intérieur du pays pour que les jeunes du Congo ne soient plus obligés de venir à Brazzaville pour faire des études supérieures. Mais là, les évêques n'ont pas été critiques. Ils ont salué l'action du gouvernement. Il y a eu une construction. Là, nous avons tous suivi dans les médias. Hier, le président Denis Sassou Nguesso est parti inaugurer l'université de Kintélé qui porte son nom. Mais c'est une réussite. Les évêques aussi, voilà, ont pointé le doigt cette réussite du gouvernement. Nulle part, sur ce point, les évêques n'ont pas été mauvais. Ils ont dit, c'est vrai, il y a aussi eu la construction d'une université catholique à Pointe-Noire. Les évêques ont fait même une suggestion disant que non,
On ne doit pas seulement s'arrêter à ces 2 universités, mais il faudrait aussi que dans l'ensemble du pays, qu'il y ait d'autres universités aussi pour permettre à nos compatriotes de l'interland, ceux qui sont à l'intérieur du pays, de ne pas se déplacer, pour ne pas seulement venir à Brazzaville pour faire des études supérieures. Mais là, je ne vois pas le mal, je ne vois pas en quoi le message des évêques ici peut déranger le gouvernement. Je ne vois pas en quoi le message des évêques ici est contre le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Voilà, mes chers compatriotes, même ceux qui sont dans la mouvance présidentielle, je ne vois pas en quoi les évêques ont parlé mal du gouvernement ni du président de la République. Continuons la lecture. Nous remercions enfin le gouvernement et tous les acteurs sociaux pour leur engagement en faveur de la riposte contre la pandémie du Covid-19 qui n'a pas atteint chez nous grâce à Dieu les proportions que l'on craignait. Bon, c'est vrai que pendant le début de la pandémie de la Covid-19, nous avons vu les lacunes dans lesquelles le gouvernement de Clément Mamba s'était empêtré. Nous avons vu comment est-ce que Madame Lydia Mikolo, qui est la ministre de la Santé, comment est-ce que voilà, elle a basculéné pour pouvoir attaquer cette pandémie. Mais là, les évêques ont salué aussi l'action du gouvernement par rapport à la riposte, le programme de riposte que le gouvernement a mis en place. Donc, ici, nous pouvons aussi constater que les évêques ne sont pas contre le gouvernement du pays. Ici, les évêques jouent pleinement leur rôle de neutralité. Continuons la lecture, parce qu'il y a beaucoup de points, nous continuons la lecture. Et voilà. Mais, là, on continue. Il nous appartient aussi de révéler que le prix à payer par les Congolais a parfois été plus élevé que le gain escompté. En effet, des restrictions importantes ont été imposées aux citoyens, dont les plus spectaculaires ont été le confinement imposé à Noël et à la bonne année, empêchant les Congolais de célébrer la nativité de Jésus, sauveur du monde, ce qui a fini par s'aimer le doute dans les esprits des Congolais sur la véritable signification des restrictions qui leur sont imposées au nom de la Covid-19, accentuant d'une part le doute général sur l'existence de la pandémie elle-même et d'autre part le non-respect des mesures barrières. Là, c'est clair. Là, mes chers compatriotes, chers internautes, là, c'est clair. Le gouvernement empêche les Congolais de célébrer la messe de Noël pendant le Nouvel An, que les gens, pendant la fête de la Saint-Sylvestre, que les gens restent chez eux à la maison pendant le 25 décembre, qu'il n'y ait pas de messe de Noël et ainsi de suite. Mais, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que le président de la République, en se déplaçant à Dolisie, tout ce bain de foule qu'il y a eu là à Dolisie, nous avons vu des jeunes sans masque, des gens qui ne respectaient même pas les mesures barrières. Et ça peut que chagriner l'ensemble des populations. Donc là, c'est tout à fait normal que les gens se posent des questions. Mais pourquoi on interdit les gens de célébrer la messe de nativité le 25 décembre? Voilà. Et aussi la fête de la Saint-Sylvestre célébrée, voilà, le début de l'année, alors que, quelque part, nous avons vu, il y a eu des concerts privés. Monsieur Kofi Olomide a fait un concert privé, voilà, à l'hôtel Radisson Bamboo Palace, à Radisson Blue. Voilà, et ces gens-là, dans la salle, il y avait des gens qui étaient en train de danser, alors que le pays, il est censé vivre un confinement, le pays est censé vivre un couvre-feu. Les gens se posent la question, pourquoi cette politique d'un poids et deux mesures? Voilà, mes chers compatriotes, ça ne peut que chagriner. D'où le doute des évêques, d'où leur inquiétude par rapport à ce point. Nous allons poursuivre notre lecture pour toujours disséquer ce que les évêques ont dit. Voilà. Certes, les élections sont prévues pour le 21 mars prochain. Néanmoins, nous émettons des sérieuses réserves qu'une élection présidentielle apaisée, participative, transparente, libre et crédible puisse être organisée dans les conditions actuelles. Conscient du rôle clé que les élections libres peuvent jouer dans l'édification de la nation, la lettre pastorale de CCAM, Gouvernance, Bien commun et Transition démocratique en Afrique, numéro 35. Effectivement, nous sommes à l'orée des élections présidentielles et nous avons vu que le gouvernement a traîné, voilà, pour communiquer par rapport
aux élections, par rapport à l'organisation des élections. Tout le monde veut des élections apaisées, libres, transparentes. Mais le retard par lequel le gouvernement a commencé à traiter, à parler des questions électorales ne pouvait qu'inquiéter l'ensemble de la population. Jusqu'aujourd'hui, nous voyons toujours, nous assistons toujours à la neutralité, voilà, par rapport au message des évêques à l'ensemble des laïcs et aux personnes de bonne volonté. Continuons la lecture. Comment, en effet, pourra-t-on tenir ensemble les mesures barrières et rassemblements de masse qui exigent une campagne électorale libre? La loi électorale exige que le dépouillement des urnes soit public. Comment peut-on répondre à cette exigence de transparence avec notamment un couvre-feu à 20 heures? Comment va-t-on extraire les agents de la force publique du fichier électoral pour les inscrire dans une liste spéciale afin qu'ils votent avant les autres Congolais? Ce sont des inquiétudes. Ici, ce sont des questions que les évêques se posent, comme tout citoyen peut se poser comme question. Comme nous aussi, dans les états-majors aussi, politiques, nous nous posons aussi comme question aussi. Il y a une loi électorale. La loi électorale est censée être respectée par tous les acteurs politiques. Mais nous constatons que ici, en ce qui concerne la loi électorale nous stipule que le dépouillement du vote est public. Maintenant, le vote commence de 7 h jusqu'à 18 h et de 18 h à partir de 20 h le week-end. Nous savons que le gouvernement, par rapport à la loi sur l'état d'urgence, le gouvernement avait prorogé plutôt la loi sur l'état d'urgence sanitaire. Et nous savons aussi que le couvre-feu commence le week-end à partir de 20 h. Les jours ordinaires, le couvre-feu commence à partir de 23 h. Maintenant, les évêques ont émis des doutes, des questions pour savoir, mais comment est-ce que les populations, on va faire pour appliquer cette loi électorale qui stipule que le dépouillement le dépouillement du vote est public. Parce que les Congolais, les citoyens ont le droit de participer, d'assister devant les bureaux de vote sur le dépouillement des bulletins de vote. Mais à partir de 20 h, il y a le couvre-feu. Maintenant, quelles sont les dispositions que le gouvernement a prises pour que cela se fasse dans les meilleures conditions? Nous ne savons pas. Et jusqu'aujourd'hui, le gouvernement ne communique pas sur ça. Et quand il y a aussi une chose aussi, il y a le vote de la force publique. Nous savons que la force publique va voter le 17 mars 2021. Donc, mais les gens ont le droit de se poser des questions, comme nous l'avons toujours dit. Mais comment est-ce que le gouvernement va faire pour extraire la liste de la force publique parmi la liste de toutes les personnes qui vont voter? Parce que eux, ils ont une liste spéciale. Là, jusqu'aujourd'hui, le gouvernement ne nous a pas donné des explications claires. Et nous savons aussi, mes chers compatriotes, aussi, l'effectif de la force publique pose énormément de problèmes. Aujourd'hui, nous avons personne à la maîtrise de l'effectif de la force publique. Donc, toutes ces questions, taraudent bon nombre de nos compatriotes. C'est ainsi aussi que les évêques aussi ont émis les mêmes inquiétudes comme monsieur tout le monde. Mais je ne vois pas en mal pourquoi nos amis de la mouvance présidentielle qui se lèvent pour dire que oui, ils sont contre le message des évêques, ils se sont mis à vilipender les évêques, alors que les inquiétudes des évêques, ce sont des inquiétudes qui sont fondées. Voilà mes chers compatriotes, comment est-ce que le débat politique dans notre pays est biaisé, comment est-ce que, il n'y a pas une analyse juste par rapport au message que les évêques adressent à leurs laïcs et aux Congolais de bonne volonté. Donc voilà, mes chers compatriotes, par rapport à ce point, et nous allons continuer à décortiquer le message des évêques. Voilà, nous allons continuer à décortiquer le message des évêques. Une vraie démocratie suppose en outre le sujet à la Déclaration universelle sur la démocratie que le processus d'accession au pouvoir, d'exercice et d'alternance du pouvoir permette une libre concurrence politique et émane d'une participation populaire ouverte, libre et non discriminatoire, exercée en accord avec les règles de droit, tant dans son esprit que dans sa lettre. Voir message de Noël des évêques du Congo, décembre 2014, numéro 19. Mais effectivement, le Congo a signé des chartes, ces chartes-là que nous devons respecter, notamment la charte sur la Déclaration universelle sur la démocratie. Le Congo l'a signé.
Et nous devons impérativement respecter cette charte. Voilà, où les gens, ils veulent que les élections soient libres, le processus électoral soit libre, démocratique, transparent, et que l'alternance, qu'il y ait une garantie d'avoir une alternance. Voilà, mes chers compatriotes. Maintenant, ceux qui émettent ce genre d'inquiétude sont taxés de tout. Mais nous sommes en démocratie, mes chers compatriotes. Pourquoi taxer des évêques, le message des évêques d'anathème, alors que les évêques congolais se sont exprimés librement, ils se sont exprimés selon d'abord la constitution de l'Église, ils ne se sont pas exprimés contre le gouvernement, ils ne se sont pas exprimés pour l'opposition non plus, mais les évêques se sont exprimés pour leurs laïcs et pour les personnes de bonne volonté. Mes chers compatriotes, donc voilà un peu cette question. Je pense que beaucoup des analystes politiques congolais ils ont été vraiment à côté de la plaque. Ils n'ont pas fait des analyses justes. Beaucoup ont taxé les évêques de non-partialité, alors que moi, en lisant, dès le début, le message des évêques, j'ai fini par comprendre que les évêques congolais ont été totalement de la neutralité. Il n'y a pas de parti pris. Il n'y a pas de parti pris dans le message des évêques. Et nous continuons encore. Or, les Congolais ont de moins en moins foi au système électoral actuel, avec un fichier non maîtrisé, comportant en outre des personnes décédées et des institutions chargées des élections dont l'indépendance est encore à démontrer. Il y a fort à craindre que les résultats des élections soient de nouveau contestés et que cette contestation serve de prétexte aux marchands d'illusions et aux troubles faits. Mais les évêques ici, ils ont raison. Et ça, c'est l'attitude de tous les citoyens congolais. Tous les citoyens congolais avertis, mais qui aujourd'hui peut faire confiance à la Commission nationale électorale indépendante. Du moment où nous savons qu'à l'époque de la CONEL, c'était M. Bouka, Henri Bouka, qui était président de la CONEL. Il vient d'être reconduit président de la CNI, mais au Congo, mes chers compatriotes, au Congo, il n'y a pas que Bouka. Le Congo regorge des hommes et des femmes capables, des hommes et des femmes, voilà, qui peuvent très bien siéger au sein du Conseil national, de la Commission nationale électorale indépendante. Il n'y a pas que M. Henri Bouka, qui est en même temps à la fois président de la Cour suprême, en même temps président, voilà, de la Commission nationale électorale indépendante. Mais les gens ne peuvent que s'inquiéter. Nous savons que les élections présidentielles de 2016 ont été contestées. Voilà, il y a eu des contestations, il y a eu des recours qui ont été demander, proposer, apposer au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, voilà, la neutralité les laisse à désirer. Voilà, les gens qui représentent la Commission nationale électorale indépendante, c'est vrai, ce sont dans les prérogatives du gouvernement de nommer les membres de la Commission nationale électorale indépendante, mais, mes chers compatriotes, donc dans tout le Congo, il y a personne d'autre. Voilà, il n'y a que M. Henri Bouka, il n'y a que lui seul qui aujourd'hui, voilà, qui peut présider le Conseil national électoral indépendant. Alors que hier, il était président de la CONEL. Aujourd'hui, M. Henri Bouka, on le nomme, on l'a prorogé. Il est aujourd'hui président de la Commission nationale électorale indépendante. Sa neutralité est mise en doute. C'est normal qu'il y ait des inquiétudes. Et voilà, maintenant, on ne peut pas taxer des évêques de tout. Voilà, de tous les noms de oiseaux de mauvais augure, alors que les évêques, leur inquiétude est fondée. Voilà. Pour nous n'avoir mis en place un cadre consensuel d'organisation des dernières élections, des contrées plus peuplées sont aujourd'hui sous-représentées à l'Assemblée nationale, tandis que d'autres moins peuplées sont surreprésentées. Et beaucoup de problèmes nés de ces élections n'ont pas été résolus à ce jour. On s'apprête à rééditer cet exploit. Notre peuple est fatigué de ces élections qui fragilisent la cohésion sociale et entachent l'image de notre pays à l'étranger. Ne pas prendre conscience des maux qui minent la gouvernance électorale dans notre pays depuis quelques décennies, c'est s'exposer à ce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Là, les évêques du Congo ont été clairs. C'est normal, la gouvernance électorale que les gens parlent. Il est temps que tout soit revu, voilà, que tout doit être revu. Le découpage électoral pose énormément de problèmes. C'est un constat, les gens ont fait des constats qu'il y a des zones les plus peuplées dans notre pays, au niveau du découpage électoral, ils sont moins représentés que les zones qui ne sont pas peuplées du tout, mais qui sont surreprésentées. Et voilà, donc,
le problème du découpage électoral. Mais surtout quand nous parlons du découpage électoral, c'est plus par rapport aux élections législatives. Parce que le découpage électoral ne concerne pas les élections présidentielles. Les élections présidentielles sont les élections où l'ensemble de la population congolaise va voter. Mais quand il s'agit des élections législatives, c'est là où le problème de découpage électoral se pose. Voilà, et nous savons que la gouvernance électorale, ça c'est sujet à polémique dans notre pays. Et là, ceux de la mouvance présidentielle, mes chers compatriotes, ceux de la mouvance présidentielle n'ont pas eu ce flair de comprendre que non, ici, s'il faut égratigner, mais ici, les évêques égratignent l'opposition. L'opposition congolaise, ici, n'a pas pleinement joué son rôle. Ici, ils sont égratignés. Voilà, c'est au rôle de l'opposition de veiller à ce que le gouvernement puisse mettre en place une véritable gouvernance électorale. Mais ça n'a pas été fait. Et ça, c'est pas le rôle des évêques. Ça, c'est le rôle de l'opposition. L'opposition devait se battre pour qu'il y ait une véritable gouvernance électorale. Mais là, les gens, nos compatriotes de la mouvance présidentielle, n'ont pas eu ce flair pour voir que non, ici, voilà, implicitement, les évêques indexent l'immaturité politique de l'opposition. Ici, l'opposition, quelque part, est indexée. Mais l'opposition irresponsable de notre pays ne peut que se réjouir parce que pour eux, ils pensent qu'il n'y a que le gouvernement qui a sa part de responsabilité, mais l'opposition aussi, congolaise, a sa part de responsabilité dans tout ce qui se passe dans notre pays. Donc, nous allons continuer la lecture. Nous allons continuer parce que c'est vraiment une mine d'or, ce message des évêques à l'ensemble de la population congolaise. De plus, nous regrettons que la concertation de Madingou ait supplanté le Conseil national pour le dialogue. Mais continuons à croire qu'un dialogue politique le plus large possible est la voie la plus indiquée pour refonder notre nation sur des bases institutionnelles et morales consensuelles, ainsi que nous l'avions déjà exprimé dans nos messages de 2016 et 2018. Comme a écrit récemment le pape François, un pays grandit quand dialogue de façon constructive ses diverses richesses culturelles. Pape François, lettre encyclique Fratelli Tutti, numéro 199. Les conclusions issues de ce dialogue, comme l'avait, les conclusions, voilà, nous allons reprendre les conclusions issues de ce dialogue. On s'apprête à rééditer cette même expression. Les conclusions issues de ce dialogue devront surtout veiller à ce que le pouvoir judiciaire soit indépendant du pouvoir exécutif. Mais oui, tout le monde espérait, tout le monde attendait le dialogue. On a mis en place une institution républicaine, le Conseil national de dialogue qui a commencé son travail de concertation, voilà, de concerter. Mais au niveau, nous avons vu que la concertation que le Conseil national de dialogue avait débuté n'a pas abouti. Tout le monde espérait avoir un dialogue parce que nous savons qu'au Congo, les questions politiques, institutionnelles, tout ça empoisonne les relations entre nous. Aujourd'hui, il n'y a pas de cohésion sociale dans notre pays. Nous pensons que c'est le message aussi, c'est aussi les inquiétudes aussi émises par les prêtres aussi, les évêques aussi, pensant que les élections ne pourront pas résoudre tous les problèmes, tous les maux que traverse notre pays. Il faut un dialogue national inclusif où tous les citoyens congolais vont s'asseoir sur une table. On va discuter sur les questions concernant l'avenir de notre pays. Et nous pensons que c'est au niveau d'un dialogue consensuel que nous pouvons trouver des véritables solutions aux problèmes que traverse notre pays. Voilà. Et c'est pas mauvais que les évêques suggèrent à tout l'ensemble de la classe politique, à l'ensemble du pays, qu'il y ait un dialogue national, parce qu'il y a déjà un cadre légal qui est là, qui est le Conseil national de dialogue. Mais pourquoi il n'y a pas eu le Conseil national de dialogue? La concertation de Madingou, c'était pour des questions électorales, mais c'était peut-être pas pour résoudre les problèmes dont souffre notre pays. Voilà, mes chers compatriotes, les évêques, jusqu'à ce point, je constate que les évêques sont toujours dans la neutralité. Les évêques ne sont pas dans l'excès. Et nous continuons. Ils disent qu'en outre, les élections libres, transparentes, comme nous le disions,
Dans le même message, suppose une commission électorale indépendante et crédible, des cartes électorales biométriques, le recensement administratif fiable, un découpage électoral qui tient en compte la configuration démocratique du pays. Nous l'avons dit, si nous voulons des élections démocratiques, on veut que la commission électorale indépendante soit vraiment indépendante, qu'il y ait un véritable découpage électoral, que les Congolais aient vraiment la possibilité d'exprimer librement leurs sentiments au niveau des votes. Pour terminer, nous voudrions rappeler quelques défis urgents auxquels notre pays est confronté. Là, les évêques nous rappellent des défis que notre pays est confronté. Satisfaire les besoins fondamentaux de la population en eau, en électricité, en santé, en éducation, en transport. Mais tous nous avons vécu, tous nous vivons la même chose. Les évêques ne sont pas des extraterrestres, mes chers compatriotes. Les évêques sont là, ils vivent avec les Congolais, avec nos compatriotes. Nous savons que jusqu'aujourd'hui, toujours les Congolais ont des problèmes d'eau et d'électricité, des problèmes de transport, des problèmes de demi-terrain. Et voilà, le matin, les gens, les travailleurs, les fonctionnaires ont du mal à se déplacer. Qui ne le sait pas? Les bus, même si les bus que l'État a mis en place, tous ces bus ne fonctionnent pas. Il y a des bus qui sont tombés en panne, il y a des bus qui ne sont pas réparés. Et nous savons que le problème du transport, c'est vraiment un parcours de combattant dans notre pays. Donc, là, en émettant ce genre de propositions, là, ce sont des pistes que les évêques donnent à l'ensemble des politiques, voilà, que ce soit à l'opposition ou à la mouvance présidentielle, parce qu'il y aura des élections. Celui qui va remporter les élections présidentielles, il faudrait qu'il mette l'accent sur les besoins pour satisfaire les besoins fondamentaux de la population. Quand on fait la politique, je le dis, je le répète, quand on fait la politique, mes chers compatriotes, c'est pour améliorer les conditions de vie des populations. On ne fait pas la politique pour soi-même, on ne fait pas la politique pour s'enrichir. On ne fait pas la politique pour sa famille, ni pour son clan, ni pour son ethnie. Mais on fait la politique pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble des populations, que ce soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Et là, ce concept n'est pas respecté, n'est pas ancré dans le conscient de bon nombre de nos citoyens. Au Congo, quand les gens ils font la politique pour eux-mêmes. Non, à l'étranger, partout ailleurs, quand les gens font de la politique, c'est pour améliorer les conditions de vie des populations. C'est pour apporter un plus à l'ensemble des populations. Et là, les évêques, ils font des suggestions. Que non, il faudrait que ceux qui viendront aux affaires puissent voilà, satisfaire les besoins fondamentaux de la population. Vous savez que dans un pays, s'il n'y a pas l'eau, l'électricité en permanence, si les transports, l'éducation, la santé ne sont pas résolus, ces problèmes ne sont pas résolus, on ne peut pas se développer. On ne peut pas parler du développement si les b.a.-ba du développement ne sont pas maîtrisés. Aujourd'hui, on nous parle de la marche vers le développement, alors que ça fait plus de 23 ans, le président Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir en 97, ça fait plus de 23 ans, 24 ans aujourd'hui, que les Congolais vivent toujours les mêmes choses. Et c'est là où nous nous posons des questions par rapport au bilan médiocre, catastrophique du pouvoir en place. On ne peut pas aujourd'hui, l'accent devait être mis sur le social, sur le volet social. Mais aujourd'hui, au Congo, on continue à nous parler de l'eau, de l'électricité, alors que c'est des choses, dans d'autres pays, on n'en parle même pas. Voilà, au bout de quelques années, ce problème est résolu dans l'ensemble du pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le département de la Likoala aujourd'hui n'a pas d'eau potable, n'a pas d'électricité. Et aujourd'hui, on nous parle de la marche vers le développement. Quel développement? Il n'y a pas de développement. Et le fait que les évêques gratinent ce point, ceux de la majorité présidentielle ne sont pas d'accord. Mais c'est un fait. Nous-mêmes aussi, nous l'avons vécu. Voilà. L'eau de robinet qui n'est même pas potable, l'eau qui coule, la qualité, voilà, catastrophique, bizarrerie de l'eau qui coule dans les robinets. Et ça, les gens ne peuvent pas les gratiner, mes chers compatriotes. Donc voilà, les suggestions, nous allons continuer. Mettre fin à l'humiliation permanente de nos compatriotes retraités qui ont servi le pays, mais ne peuvent pas jouer de leur épargne. Mais ça, c'est vrai, il faudrait que le problème des retraités soit résolu. Les retraités aujourd'hui ont quasiment 23 mois ou 26 mois sans pension. Les gens ont travaillé, ils ont cotisé. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, mes propres parents ont travaillé pour le pays, ils ont servi honnêtement et dignement le Congo. Aujourd'hui, ils sont retraités au niveau de la CNSS. La CNSS est quasiment incompétente. La CNSS n'arrive pas à payer, voilà, la retraite de bon nombre de nos parents qui ont œuvré, qui ont travaillé, qui se sont sacrifiés pour ce Congo.
Et là, nous ne sommes pas d'accord du tout. Et voilà, tout l'argent que les gens ont cotisé, tous les prélèvements qu'il y a eu dans leur salaire, les IRPP et ainsi de suite, mais où sont partis cet argent? L'épargne, voilà, des retraités. Et ça c'est un grand problème. Nous devons nous pencher sur cela. Il faudrait que le problème des retraites soit résolu. Un pays de 4 millions d'habitants, de 5 millions d'habitants plutôt, avec 5 millions d'habitants, il y a combien de retraités aujourd'hui? C'est parce qu'il y a de l'impunité, c'est parce qu'aujourd'hui dans notre pays, il y a de la magouille, voilà, il y a des détournements, il y a la corruption. Je pense que dans les pays développés, des pays où il y a la justice, je pense que le directeur général de la CNCS doit aller en prison. Et nous avons des députés, malheureusement au Congo, nous avons des députés, mais des députés qui sont incapables, dans une commission parlementaire, de convoquer le directeur général de la CNCS et de la CREF pour leur poser des questions. Mais pourquoi le gouvernement, pourquoi les retraites ne sont pas payées en temps et en heure? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mais rien n'est fait. Il n'y a aucune commission parlementaire qui peut se réunir pour convoquer, voilà, je peux dire, ces voyous, encore le blanc dans notre pays. Et voilà, et les retraités, aujourd'hui, nous avons vu cette image. Comment nos parents qui sont retraités souffrent. D'aucuns, s'ils n'avaient pas des enfants à l'étranger, devaient déjà même quasiment mourir. Et ça, quand nous parlons de ça, mais les gens sont indignés. Mais oui, le bilan du pouvoir en place de sur ce point est un échec. Voilà, c'est un fiasco. Et nous allons continuer la lecture. Résoudre de manière définitive l'épineuse question de l'endettement de notre pays. Voilà, qui ne sait pas qu'aujourd'hui le Congo est quasiment endetté à plus de 120% de son PIB. Nous avons discuté dans un débat avec les compatriotes. Oui, l'endettement c'est l'apanage de tous les pays. Les gens nous ont parlé de l'endettement des États-Unis. Les États-Unis, la plus grande économie du monde. Les États-Unis, c'est un pays surendetté. Mais le Congo n'est pas les États-Unis. Les États-Unis peuvent s'endetter, les Américains sont capables de rembourser leurs dettes, les Américains sont capables de créer de la richesse au Congo, mais nous sommes endettés pour quels résultats? Et quand nous avons commencé de tirer la sonnette d'alarme sur les préfinancements chinois avec la banque Exim Bank, mais les gens ne comprenaient pas. Avec les grands travaux, excusez mes chers compatriotes, avec les grands travaux, quand M. Bouya a commencé à endetter le pays auprès de la Chine pour réaliser ces bricoles, parce que ce n'est pas des grands travaux que M. Bouya a fait, c'est des bricoles. Mais les Congolais ne comprenaient absolument rien du tout. Aujourd'hui, notre pays se trouve surendetté. Et surendetté, le Congo s'endette auprès des traders pétroliers. Le Congo, aujourd'hui, est classé comme un pays mafieux. C'est ce qu'on nous dit. Le Congo est classé comme un pays mafieux. Parce que les autorités en place sont dans une mafia internationale, sont dans le détournement de fonds. Et là, quand les prêtres, ils sont en train d'égratigner cet aspect des choses, ceux de la mouvance présidentielle ne sont pas contents, mais qui ne le sait pas que le Congo est un pays surendetté. Même la dette au niveau de Commission Pex, au DIED. Aujourd'hui, le Congo doit près de 1000 milliards de francs CFA au DIED. Mes chers compatriotes. Voilà, mes chers compatriotes. Aujourd'hui, notre pays est surendetté. Et nous devons trouver des solutions. Comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir rembourser toutes nos dettes, pour que le Congo soit de plus en plus crédible, parce que la notation du Congo au niveau de Standard & Poor's a été abaissée. Au niveau des marchés financiers, notre pays n'est plus compétitif. Voilà, le Congo aujourd'hui ne peut plus aller s'endetter, alors que hier nous avons bénéficié de l'initiative PPT, pays pauvres très endettés, là où quasiment 90% de notre dette avait été annulée par la Banque mondiale, le FMI, le Club de Paris, le Club de Londres. Mais aujourd'hui, le Congo se retrouve encore surendetté. Mais les prêtres et les évêques ont complètement raison. Et nous continuons notre lecture. Combattre avec détermination la corruption, l'injustice, l'impunité. Travailler au rapatriement et la restitution de l'argent volé au pays à tous les niveaux. Atteindre la transparence et la redevabilité en matière de gestion du pétrole et des autres ressources naturelles. Et qui ne sait pas, mes chers compatriotes, que le pétrole congolais est géré d'une manière opaque. C'est un problème, c'est le clan familial. Le président Denis Sassou Nguesso a fait du pétrole sa propriété privée. Aujourd'hui, que ce soit les députés congolais, les sénateurs, personne, au sein de la classe politique, personne
ne maîtrise ni ne contrôle tous les circuits du pétrole. Voilà, même le ministre des hydrocarbures ne maîtrise rien, il ne contrôle rien du tout. Parce que le pétrole, c'est maintenant une affaire privée. C'est comme si le pétrole du Congo appartenait exclusivement à la famille Nguesso et son clan. Voilà, mes chers compatriotes. Et qui ne le sait pas. Et ceux qui nous suivent, nous on avait fait une proposition que nos ressources naturelles soient gérées comme le système norvégien, que nous puissions nous inspirer du système norvégien qui consiste à ce que le Parlement puisse statuer sur tout ce qui concerne les dépenses concernant les recettes pétrolières, comme ce qui se passe en Norvège. Nous l'avons fait, nous avons fait des propositions là-dessus. Je pense que le système de gestion des ressources naturelles, comme le système de gestion norvégien, c'est un système qui nous permettra, si nous pouvons nous inspirer du système norvégien, ça nous aidera à ce que le Congo puisse très bien gérer l'argent issu de la rente pétrolière et des autres matières premières. Nous avons fait des propositions dans ce sens-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le système de préfinancement est en train de plomber l'économie de notre pays. Le Congo se retrouve endetté parce que tous ces préfinancements auprès des traders pétroliers, au niveau de Gunvor, au niveau de Glencore, Trafigura, Vitol, et tout ainsi de suite, tous ces traders pétroliers-là, suisses, singapouriens, partout, mais nous connaissons tout cela. Et nous savons qu'il y a eu des scandales financiers, que la presse internationale en a parlé. Global Witness, tout ça, le scandale de Panama Papers, l'appartement de Madame Claudia Lumumba à Trump Tower, à New York. Mais qui ne sait pas? La presse internationale en a fait écho. Les appartements de Denis Christel Sassou Nguesso qui ont été saisis à Miami, tous, nous sommes au courant de tout ça. Mais que fait la justice congolaise? La justice congolaise est incapable d'ouvrir une information judiciaire contre X pour mener des investigations par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe aujourd'hui. Et quand les évêques, ils en parlent, c'est parce que, quelque part, les évêques, reçoivent l'assentiment des populations. Les populations congolaises, on en a marre. Les populations congolaises sont fatiguées de voir que tout le temps, au lieu que ceux qui sont aux affaires puissent œuvrer efficacement pour l'amélioration des conditions de vie des populations, ils viennent s'enrichir eux-mêmes. Et eux-mêmes, ils viennent se faire plein de poches et la population est en train de souffrir. Et cet argent volé, placé dans les paradis fiscaux, ne profite pas à l'ensemble des populations congolaises. Ça profite aux clans au pouvoir, au lieu que les populations congolaises puissent en bénéficier. Nous avons vu l'état de nos routes, l'état de l'école, l'état de notre système de santé qui est obsolète. Voilà, nous avons vu, nul était au début de la pandémie du coronavirus, nul était le don de Jack Ma, le PDG de Alibaba, mais sinon, on ne devait avoir rien. Combien de temps il a fallu au gouvernement congolais de commander des respirateurs, d'équiper nos hôpitaux d'infrastructures sanitaires? Et là, aujourd'hui, personne ne peut se réjouir du bilan catastrophique et chaotique de Denis Sassou Nguesso. C'est pour cela que non, les évêques ici, ils ont émis certaines réticences, certaines inquiétudes par rapport à la situation réelle, parce que eux, ils sont sur le terrain. Eux, ils touchent au doigt les réalités, le quotidien des Congolais. N'oublions pas que l'Église catholique romaine, se retrouve dans l'ensemble de la population. On parle de finir avec le système de préfinancement pétrolier, engager fermement la diversification de l'économie en contrôle tributaire des ressources entières, encourageant l'agriculture et l'élevage. Nous l'avons dit que si aujourd'hui le Congo se trouve en crise, c'est pas la pandémie de la Covid-19. Si aujourd'hui le Congo se trouve en crise, c'est pas la chute du prix du baril du pétrole. Si aujourd'hui le Congo se retrouve en crise, c'est parce qu'il y a eu détournement de fonds publics et l'incompétence et l'incapacité du gouvernement à mettre en place une véritable économie une économie productive de la valeur ajoutée. Voilà, il n'y a pas eu de diversification de l'économie. Depuis des décennies, on parle, on rabâche. Il faut diversifier l'économie et rien n'est fait dans ce sens-là. Alors que, avec plus de 10 millions de terres arables dans notre pays, nous pouvons très bien se lancer dans l'agriculture, développer l'élevage, mes chers compatriotes. Donc voilà, si aujourd'hui le Congo se trouve en crise, c'est pas parce que il y a eu la pandémie de la Covid-19,
ni la chute du prix du baril de pétrole, mais c'est parce que le Congo, aujourd'hui, il y a eu des détournements de fonds publics, il y a eu plus de 10 000, plus de 14 000 milliards des générations futures qui se sont volatilisées dans la nature, et le gouvernement de Clément Mamba est incapable aujourd'hui de diversifier l'économie. D'ailleurs, mes chers compatriotes, parlons du plan national de développement. Le gouvernement de Clément Mamba, ils ont mis en place, pendant l'année 2018, un PND, Plan national de développement. Aujourd'hui, nous attendons toujours les résultats de ce plan national de développement. Voilà des économistes de l'âge de la pierre taillée et qui sont en train de diriger notre pays. Clément Mamba est fatigué. Il est temps qu'il prenne sa retraite. Il est temps qu'une nouvelle génération relève le défi. Voilà, mes chers compatriotes. On ne peut pas avancer avec ce genre de personnes. Clément Mamba, aujourd'hui, nous sommes le 6 février 2021. Nous ne connaissons pas. Il a été incapable, son gouvernement a été incapable de nous présenter le bilan annuel de leur action et le bilan du quinquennat. Là, dans quelques mois, dans quelques jours, nous irons aux élections présidentielles, mais il faudrait que le gouvernement sortant soit capable de nous faire son bilan. Les Congolais attendent le bilan du gouvernement, le bilan du quinquennat. Le président Denis Sassou Nguesso a mis en place un programme, il a été élu à la base d'un programme, la marche vers le développement. Aujourd'hui, nous attendons le bilan de son programme, qui nous présente le bilan. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Aujourd'hui, la politique de cosmétique, la politique de façade, les Congolais, on n'en a pas besoin. Ça produit quoi? Ou rien. Construire des stades, ça produit quoi? Les municipalisations accélérées. Aujourd'hui, nous avons vu quels sont les impacts, la valeur ajoutée de la municipalisation accélérée dans notre pays. Voilà, le chômage des jeunes monte crescendo. Et aujourd'hui, les jeunes souffrent. C'est eux qui perdent, voilà, qui souffrent beaucoup dans notre pays, les jeunes. Ils n'ont pas d'emploi. Quelle politique que le gouvernement a mis en place pour créer de l'emploi? Voilà, il n'y en a pas. Et aujourd'hui, on nous parle, Denis Sassou Nguesso, c'est le président des jeunes, mais quelle est cette jeunesse? Quelle jeunesse? Cette jeunesse qui souffre. Et nous savons pertinemment que le président Denis Sassou Nguesso se retrouve toujours avec les mêmes jeunes. Donc voilà, mes chers compatriotes, ce que je voulais que nous puissions faire ensemble comme analyse sur le message des évêques. Le message des évêques est un message puissant, c'est un message qui concerne l'ensemble de la population congolaise. D'abord, les évêques se sont adressés à leurs laïcs et aux compatriotes qui sont intéressés, qui ont à cœur l'avenir de notre pays. Les évêques ont été clairement au centre du village, comme beaucoup veulent l'entendre. Ils ont joué à la neutralité et tout le monde a été égratigné. L'opposition congolaise ne peut pas se réjouir. Voilà, nous allons aborder le deuxième point. Le deuxième point concernant l'opposition congolaise a-t-elle des chances l'opposition congolaise a-t-elle des chances de remporter les présidentielles? Mes chers compatriotes, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on dit que dans une élection, rien n'est gagné et rien n'est perdu d'avance. Il faut concourir, mais je pense que l'opposition congolaise n'a pas pleinement joué son rôle. Parce que une élection ne se prépare pas en bout de 3 mois ou 4 mois, mais une élection se prépare des années, voire une année en avance. Et ça, nous pouvons dire que par rapport à nos analyses, nous pouvons dire que l'opposition congolaise n'a jamais réellement manifesté la volonté de conquérir le pouvoir. L'opposition, ce qui intéresse l'opposition congolaise, c'est accompagner le pouvoir, mais l'opposition n'a jamais manifesté la volonté de conquérir le pouvoir. Parce que si on veut conquérir le pouvoir, on se donne les moyens. On va nous dire que oui, l'opposition n'a pas les moyens, mais c'est une préparation. Vous savez que, mes chers compatriotes, une élection présidentielle demande de la logistique. Il faudrait des hommes. Parce qu'il faut analyser aussi les élections. J'ai vu les résultats officiels des élections de 2016. Mais quand on analyse les élections de 2016, sur la liste des inscrits, il y avait plus de 2 millions d'inscrits. Il y a eu plus d'1 million qui ont voté. Et dans les plus de 1 million qui ont voté, le président Denis Sassou Nguesso, il a recueilli près de 800 000 voix. C'est ce qui a fait que non, qu'il soit réélu à 56%. Mes chers compatriotes, il y a eu 5 000 bureaux de vote en 2016. Mais dans les 5 000 bureaux de vote, j'ai lu la déclaration du ministre Boao qui dit que l'opposition n'avait pas des représentants dans tous les bureaux de vote. Mes chers compatriotes, comment est-ce que les gens qui sont sérieux, qui veulent gagner, qui veulent remporter une élection présidentielle face à un parti qui est habitué à la tricherie,
cette opposition est incapable de s'organiser, d'avoir des représentants dans tous les bureaux de vote. Je pense que si l'opposition congolaise veut gagner des élections, mais il faudrait que l'opposition ait des représentants dans tous les bureaux de vote. L'année dernière, pendant les élections de 2016, l'opposition n'avait pas des représentants dans tous les bureaux de vote. Après, demain, c'est cette même opposition qui va crier à la tricherie, alors qu'elle n'a pas su mobiliser les gens dans l'ensemble du pays. Comment vous voulez gagner des élections sans pourtant que vous n'ayez pas la capacité de mobiliser tous les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest? Voilà, mes chers compatriotes. Voilà comment est-ce que les chances de l'opposition se sont aménagées. Voilà. Donc, mes chers compatriotes, l'opposition congolaise est une opposition de façade. Parce qu'une véritable opposition aujourd'hui s'organise. Mais l'opposition congolaise aujourd'hui, les gens attendent 3 mois, 4 mois avant les élections pour dire que oui, nous irons aux élections. Mais avec quels moyens? Les gens n'ont pas de moyens. Et même les gens qui vont être représentés dans les bureaux de vote, il faut les former, mes chers compatriotes, chers internautes. Les gens que vous allez envoyer dans les bureaux de vote, il faut les former. Si les gens qui vont dans les bureaux de vote ne sont pas formés, mais quel travail qu'ils vont aller faire dans les bureaux de vote? Ils ne sauront pas quel travail qu'il faut faire. Alors qu'on n'envoie pas des gens comme ça dans les bureaux de vote, il faudrait que non, les gens qui vont être envoyés dans les bureaux de vote doivent être formés. Est-ce que l'opposition congolaise est capable, au bout de 3 mois, ou de 2 mois, ou de 4 mois, former des gens qui vont envoyer dans les bureaux de vote? Et en plus, il y a aussi le problème de l'inscription dans les listes électorales. L'opposition congolaise n'envoie pas des gens s'inscrire dans les listes électorales. Comment est-ce que vous voulez gagner une élection, mais si vous n'avez pas de votants? Il faudrait que vous ayez des votants. Il faudrait que vous ayez des gens qui aillent s'inscrire dans les listes électorales. L'opposition congolaise doit inciter les gens à aller s'inscrire dans les listes électorales. Et ça devait être fait depuis. C'est vrai que dans la loi électorale, il y a la possibilité que le gouvernement décrète une réinscription, comment est-ce qu'on appelle, que le gouvernement, il y a la possibilité que le gouvernement, une réinscription de listes électorales extraordinaire, qu'il y ait que les gens s'inscrivent, que les révisions et les listes électorales extraordinaires. C'est ce qu'a fait le gouvernement. Mais, en temps habituel, chaque citoyen peut, à l'âge de la maturité, peut aller directement s'inscrire dans la liste électorale de sa circonscription. Mais là, il y a eu une révision extraordinaire des listes électorales. Je pense que non, c'était une occasion aussi pour l'opposition d'appeler ses militants, d'appeler leurs militants, d'aller s'inscrire massivement dans les listes électorales. Ce n'a pas été fait. Ils ne le font pas. Toujours l'opposition congolaise dans l'expectative. Et j'aimerais parler aussi de M. Pascal Thiatima-Biala, qui est le secrétaire général de l'UPADES, qui a jeté l'éponge. Pour Mme Mounari, ça peut se comprendre. Mme Mounari, depuis qu'elle a été injectée du gouvernement, elle est dans l'opposition. Elle n'a pas occupé un grand poste. Elle n'est pas non plus à l'Assemblée nationale. Ça peut se comprendre. Mais M. Pascal Thiatima-Biala, j'ai vu, il a 71 ans aujourd'hui, et il a refusé de concourir. Et M. Pascal Thiatima-Biala demande au boycott, appelle au boycott. Mais je pense que M. Thiatima-Biala fait une mauvaise lecture de l'espace politique congolais. Je pense que non, que M. Thiatima-Biala est passé carrément à côté de la plaque. Là, il a 71 ans. Il a dit dans son interview dans Jeune Afrique qu'il se prépare pour les élections présidentielles de 2026. Donc, ce qui revient à dire qu'en 5 ans, M. Pascal Thiatima-Biala aura 76 ans. Et en 76 ans, il pense que peut-être en 2026, il aura toutes les chances de remporter des élections. C'est ce qui est une utopie. Bon nombre de nos compatriotes ne savent pas, ils ne connaissent pas aussi la Constitution. M. Denis Sassou Nguesso a la possibilité, si le 21 mars 2021, il remporte les élections, de se représenter aux élections présidentielles de 2026. Donc, M. Denis Sassou Nguesso peut aller jusqu'en 2031. Voilà, mes chers compatriotes. Il faudrait que les gens s'attendent à cela. Rien ne l'empêche que s'il est élu, le 21 mars 2021, de se représenter en 2026 pour aller jusqu'en 2031. Donc, supposons que M. Denis Sassou Nguesso sera encore candidat aux élections présidentielles de 2026, je pense que M. Thiatima-Biala va encore jeter l'éponge pour dire que oui, comme Denis Sassou Nguesso est candidat en 2026,
s'il remporte les élections en 2021. Donc voilà, je pense que mes chers compatriotes, il est temps que M. Tchati Mabiala et les autres, vu aussi leur âge, c'est pas une injure, mais je pense qu'il est temps que M. Tchati Mabiala et les autres prennent leur retraite. Il est temps que, je l'aborderai dans le troisième point de mon sujet, je pense qu'il est temps que cette opposition puisse se ressaisir. C'est vrai qu'on dit toujours, rien n'est gagné à l'avance, rien n'est perdu à l'avance. Et en tant que responsables politiques, nous n'appelons pas au boycott des élections, mais nous souhaitons que nous demandons à la population congolaise d'aller s'inscrire massivement dans les listes électorales. Et je demande à la population congolaise de s'inscrire massivement dans les listes électorales, mais de voter pour l'opposition. Voilà. Que les Congolais aillent s'inscrire massivement dans les listes électorales, mais pour voter pour le candidat de l'opposition, pour ne pas voter pour le pouvoir. C'est vrai que l'opposition, aujourd'hui, les chances se sont aménagées, mais comme on dit toujours que rien n'est gagné à l'avance, rien n'est perdu à l'avance, je pense que boycotter les élections, les gens ont appelé au boycott du référendum, mais le référendum est passé. Et il y a eu changement de la Constitution. Donc, appeler au boycott ne changera rien du tout. Je pense que la politique de la chaise vide ne favorise personne. Je pense qu'on dit toujours, chez nous, au Congo, on le dit que qui va à la chasse perd sa place. Donc, voilà, ceux qui ont décidé de jeter l'éponge, je pense qu'il faut mettre une croix à leur carrière politique parce qu'ils ne sont pas à la hauteur des enjeux. On n'a pas fui la bataille, malgré que la bataille fait rage, mais il faut aller concourir. Voilà, nous sommes en démocratie. Il y a eu des cas exceptionnels. Nous avons vu dans d'autres pays comment est-ce que les choses se sont changées. Nous avons vu les gens qui n'avaient quasiment pas de chance, mais à la dernière minute où ça a changé. Nous avons vu le cas avec le président Gbagbo devant Robert Gueye. Voilà, le peuple s'est levé. Robert Gueye a fui, Gbagbo a été réélu. Il y a des exemples comme ça, il y en a légion. Donc, les gens ne doivent pas se résigner. Les populations doivent aller s'inscrire massivement dans les listes électorales et voter pour l'opposition. Et dans les jours à venir, nous donnerons un consigne de vote après concertation avec notre état-major politique. Mais pour le moment, le MODEC, au sein du MODEC, nous pensons que les populations congolaises doivent aller s'inscrire massivement dans les listes électorales et les populations doivent participer au vote. Voilà, mes chers compatriotes, l'opposition n'a pas pleinement joué son rôle. Ce que les évêques ont décrié du gouvernement, c'était au rôle de l'opposition. Parce que beaucoup ne savent pas, c'est pas le rôle de l'opposition, c'est de veiller, c'est de surveiller. Voilà, de veiller à ce que le pouvoir ne puisse pas déborder, de veiller à ce que le calendrier électoral, le calendrier au niveau de la Constitution soit respecté. C'est ça le rôle de l'opposition. Le rôle de l'opposition, c'est pas seulement accompagner Denis Sassou Nguesso. Le rôle de l'opposition, c'est être là aux aguets. Voilà, et de faire des contre-propositions. Et ça, pendant tout le quinquennat, nous avons vu l'opposition congolaise, elle est restée muette. L'opposition congolaise n'a pas été capable, voilà, d'être un rempart contre le pouvoir. Et c'est pour cela que dans l'opposition aujourd'hui, le peuple aujourd'hui n'a quasiment pas confiance à cette opposition et que nous trouvons que cette opposition est remplie de plaisantins. Mais qu'à cela ne tienne, là, pour ceux qui ont décidé d'aller jusqu'au bout, nous pouvons très bien les aider, voilà, pour que demain, si l'opposition peut, parce que la victoire n'appartient ni à l'opposition, ni au pouvoir en place, mais la victoire appartient au peuple, si demain les Congolais décident de confier leur destin à une nouvelle génération, si les Congolais décident de confier leur destin à l'opposition pour que les choses changent profondément dans notre pays. Donc voilà, mes chers compatriotes, rien n'est perdu, rien n'est gagné d'avance non plus, le pouvoir aussi n'a pas gagné, donc nous appelons l'ensemble de la population d'aller s'inscrire massivement dans les listes électorales, mes chers compatriotes. Voilà, au niveau de l'opposition, il y a trop d'amateurisme politique au niveau de l'opposition congolaise. Je pense que, pour finir notre direct de ce soir, nous allons aborder le troisième point. Et qu'est-ce qui va se passer après le 21 mars 2021, que ce soit dans l'opposition ou bien dans la diaspora. Je vais d'abord commencer au sein de la diaspora pour dire que après les élections présidentielles au sein de la diaspora, d'ailleurs la diaspora congolaise est déjà à l'allure où vont les choses, au stade où nous sommes aujourd'hui, le combat politique de la diaspora est biaisé. La diaspora politique aujourd'hui, s'il n'y a pas de renouveau, s'il n'y a pas de renouvellement,
dans la diaspora politique, la diaspora congolaise, je pense qu'il faudrait que les gens oublient la politique. D'aucuns, nous voyons très bien, nous ne nous voilons pas le visage. Il y a des gens aujourd'hui dans la diaspora, les gens qui ont 65 ans, 60 ans, 70 ans, voilà, 55 ans pour certains, mais le temps passe. Le président Denis Sassou Nguesso, s'il arrive à remporter les élections le 21 mars 2021, il est parti pour 5 ans. Il y en a, ceux qui ont 65 ans aujourd'hui dans la diaspora, d'aucuns auront 70 ans. Ceux qui ont 70 ans, ceux qui ont 66 ans, ils auront 71 ans. Ceux qui ont 50 ans, ils auront 55 ans. Ceux qui ont 55 auront 60 ans. Et ainsi de suite. Il est temps que dans la diaspora, que les gens se ressaisissent parce que il est temps que ça change. Le Congo, le combat politique au sein de la diaspora, c'est parce qu'il y a eu trop des aventuriers. Il y a eu des gens qui pensent que, voilà, des dictateurs. Ce que nous reprochons au pouvoir en place à Brazzaville, les gens reproduisent la même chose dans la diaspora. Nous voyons une bassesse. Au lieu que les gens s'inscrivent réellement dans la lignée politique, les gens sont là, c'est des règlements de compte, c'est des injures, c'est des insultes, tout en oubliant que il y a le droit. Les gens peuvent être poursuivis pour calomnie, pour diffamation, et ainsi de suite, pour injure publique. Et voilà, n'oublions pas que mes chers compatriotes, surtout ceux qui sont dans la diaspora en France et ailleurs, pour ceux qui sont dans la France, la loi Chapa, Marlène Chapa a voté une nouvelle loi concernant tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Il n'y a plus cette politique d'impunité en France où voilà, les plaintes dues à tout ce qui se passait dans les réseaux sociaux n'aboutissaient pas. Les lois ont été changées. La loi Chapa, aujourd'hui, est rentrée en vigueur. Je pense que la France frappe. Donc, tout ce qui est politique de diffamation, injure publique, de calomnie, je pense que non, c'est poursuivable et condamnable sévèrement. Donc, mes chers compatriotes, la politique, c'est pas de la diffamation. La politique, c'est pas des insultes. La politique, c'est pas des calomnies, mais la politique, c'est une vision. Voilà, mes chers compatriotes. Là, j'ai fait mon direct, j'ai insulté personne, j'ai parlé du nom de personne. La vie privée des gens ne nous concerne pas, parce que nous-mêmes, nous sommes des acteurs politiques. Ce qui nous concerne, c'est le devenir, c'est l'avenir de notre pays, le bien-être de nos compatriotes. Donc, pour l'opposition, je pense qu'il est temps qu'il y ait une véritable opposition dans notre pays. L'opposition congolaise, jusqu'aujourd'hui, n'a jamais manifesté réellement la volonté de conquérir le pouvoir. Monsieur Parfait Kolela et les autres, ils jouent tous leur va-tour. Parce que aujourd'hui, ils ont plus de 60 ans. Et si le président Denis Sassou Nguesso arrivait à remporter les élections, je pense que bon nombre d'entre eux se retrouveront vers 70 ans et ainsi de suite. Et je pense qu'il est temps qu'une nouvelle tête puisse émerger au sein de la diaspora et de l'opposition congolaise. Mais tant que les Congolais auront les mêmes opposants qui ont été dans le système Sassou et qui se retrouvent dans l'opposition, il n'y aura pas d'engouement. Nous pouvons nous inspirer de ce qui se passe, de ce qui s'est passé en Ouganda avec le jeune Bobi Wine. Aujourd'hui, tous les vieux opposants de Museveni se sont ralliés, se sont mis derrière Bobi Wine et il est le seul. Nous avons discuté avec les Ougandais, ils nous ont dit le seul opposant qui a inquiété beaucoup Museveni, c'est Bobi Wine. Les autres opposants, Museveni ne s'en occupait pas. Mais c'est grâce à Bobi Wine que aujourd'hui les puissants alliés de l'Ouganda, qui sont les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont commencé à revoir leur position vis-à-vis de Mugabe et vis-à-vis de Museveni. C'est exactement la même chose. Le Congo, il est temps que, au jour que le Congo aura un opposant qui n'est pas issu du système, je pense que les pays comme la France, les pays qui soutiennent le régime de Denis Sassou Nguesso, vont revoir leur copie vis-à-vis de Sassou. Quand nous avons, c'est les mêmes opposants qui ont été dans le système, c'est pour cela, d'où la réticence aussi des partenaires du Congo. Voilà. Mais le jour qu'on aura au Congo des opposants, un opposant, mais voilà, qui n'est pas du système, je pense que même la France va revoir son soutien à Denis Sassou Nguesso. Donc voilà, mes chers compatriotes, ce qui va se passer, il faudrait qu'il y ait une nouvelle opposition. Après le 21 mars 2021, il faudrait qu'il y ait une nouvelle opposition. Voilà. Et il faudrait aussi que, au sein de la diaspora, que le combat politique puisse être revu. On ne peut pas, tout le monde n'est pas appelé à faire de la politique, n'est pas politicien celui qui le veut, mais est politicien celui qui le peut.
Voilà, il est temps que nos compatriotes prennent et le courage de faire autre chose. Nous n'allons pas continuer à rester dans la diaspora, mais il faudrait que nous allions mener des combats sur place au pays. Donc, en ce qui me concerne, demain, que les gens de la diaspora ne me disent pas que je suis un traître, parce que je n'ai pas vocation à rester définitivement dans la diaspora. Et je l'ai toujours dit, j'ai jamais de ma vie été un exilé politique. J'ai jamais été un exilé politique. Et voilà, donc, si je suis venu, si je suis sorti de mon pays, je suis sorti de mon pays librement, voilà, et légalement. Je reviendrai aussi librement et légalement. J'ai jamais été, voilà, un exilé politique. Donc, je ne vois pas pourquoi on me refuserait. Certains ayatollahs dans la diaspora verraient mal que j'aille dans mon pays, que je fasse un tour au Congo. Donc, c'est mon pays ou bien que j'aille m'établir dans mon pays d'origine. Donc, c'est pas une trahison. Ceux qui prennent ça pour une trahison, c'est leur problème. Mais nous n'avons pas vocation à rester définitivement dans la diaspora. Dans les jours à venir, nous irons au Congo, voilà, continuer à mener nos combats sur place. Nous avons commencé ici et nous avons été sur place pour mettre en place un appareil et nous allons repartir, animer l'appareil que nous avons mis en place et qui aujourd'hui est un peu dans l'état d'hibernation. Voilà, mes chers compatriotes, le mot de la fin. Je pense que j'ai été assez explicite. Je pense que les gens ont compris que le message des évêques congolais, c'est pas contre l'un ou l'autre, mais c'est pour tout le monde. Et le vainqueur, peu importe le vainqueur des élections présidentielles du 21 mars 2021, il est concevable que les Congolais s'asseyent tous, qu'il y ait un véritable dialogue national inclusif, qu'il y ait des représentants de la diaspora, de toute la société. Parce qu'un pays se bâtit avec le concours de tous. Voilà, mes chers compatriotes, voilà le mot que nous voulons adresser. Tous ceux qui veulent concourir, tous ceux qui veulent, voilà, qui iront aux élections, ils doivent l'inclure, l'intégrer dans leur programme que, après les élections présidentielles, les Congolais ont besoin de se retrouver. Nous avons besoin de nous réconcilier, de discuter, de nous asseoir. Ce ne sera pas une conférence nationale, ce ne sera pas une foire d'empoigne, mais une concertation, une large concertation où nous allons débattre des véritables thématiques qui intéressent le vivre ensemble. Aujourd'hui, les voix se lèvent, on nous parle de scission, de tribalisme. Les Congolais souffrent. Voilà, il est temps que nous puissions nous réconcilier entre nos compatriotes. Le Congo est un bien commun, c'est notre patrimoine commun. Donc, tout le monde, chacun a sa part. Nous, c'est un pays où tout le monde veut construire, donner, apporter sa pierre dans la construction de l'édifice. Il y en a ceux qui sont des tailleurs de pierre, mais on a tous besoin, même des tailleurs de pierre, des maçons, ainsi de suite, des menuisiers, tout le monde. Nous voulons construire le pays. Donc, nous avons besoin de tout le monde. Voilà pour construire cet édifice. Nous pensons que le temps de l'exclusion est passé, le temps du tribalisme est passé. On a besoin de tous les citoyens congolais, on a besoin de toutes les énergies, de toutes les intelligences pour qu'ensemble nous puissions bâtir ce pays. Le Congo de demain, c'est toi et moi. Le Congo de demain, c'est nous tous. Nous voulons que notre pays aille de l'avant. Nous voulons que notre pays puisse prospérer. Voilà, mes chers compatriotes, la politique, c'est pas... Nous ne sommes pas des ennemis, et je le dis, pour nos compatriotes qui sont de la diaspora, pour les gens qui ne comprennent pas, en politique, il n'y a pas des ennemis à vie, ni des amis à vie. En politique, tout est changement, mouvement. Voilà, les ennemis d'hier peuvent devenir des véritables alliés de demain et des véritables amis d'aujourd'hui peuvent devenir demain des véritables ennemis. Donc, mes chers compatriotes, c'est ainsi. Ainsi va la politique dans le monde. Voilà, mes chers compatriotes, c'est le mot de la fin. Et je vais terminer par cette citation de Bossuet qui disait que les prédicateurs de l'évangile sont les véritables avocats des pauvres. Voilà, les évêques n'ont fait que jouer leur rôle. Et voilà, ils ont été ni pour le pouvoir, ni pour l'opposition, ni pour qui que ce soit. Les évêques ont été neutres. Leur message est clair, net, limpide. Et que chaque citoyen congolais, voilà, qui se sont intéressés, peut s'attribuer, peut s'accaparer de ce message.
Et les évêques ne veulent seulement que notre pays avance. Les évêques ne parlent que dans l'intérêt général. Ils veulent que le Congo avance. Ils veulent que tous les Congolais s'asseyent sur une même table pour discuter ensemble l'avenir de leur pays. Voilà en substance le message des évêques. Appelez les Congolais à l'éveil. Appelez les Congolais au dialogue. Que les Congolais s'asseyent ensemble pour discuter sur l'avenir de leur pays. C'est le mot de la fin. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui ont assisté à ce direct. En tout cas, je vous remercie infiniment. Partagez ce message afin que ce message puisse parvenir à l'ensemble de nos compatriotes. Et nous allons continuer cette série de chroniques des élections présidentielles, la deuxième partie, le week-end prochain. Parce que nous savons que le mois de février, le calendrier électoral va s'accélérer parce que la campagne électorale va commencer en début du mois de mars. Donc, dans moins d'un mois, le Congo sera en campagne présidentielle. Donc voilà, nous aussi, nous allons commencer à faire une série des chroniques des élections présidentielles chaque week-end. Mais je vous suggère que dorénavant, ça va se passer sur la page du président du MODEC. Donc, si vous n'êtes pas encore, je vous demande à mes chers compatriotes, chers internautes, de aimer la page, de vous abonner à la page du président du MODEC, parce que dans les jours à venir, nos analyses sur les chroniques des élections présidentielles, partie 2, se feront sur la page du président du MODEC. C'est le mot de la fin. En tout cas, merci pour votre patience. Merci, merci. Je vais lire rapidement des questions. Ceux qui ont des questions à me poser, comme je l'avais dit, je peux prendre quelques minutes pour vous répondre. Je vais lire quelques questions. Merci à M. Roch Matingou d'avoir suivi ce direct. Trésor Kelibi s'inscrit pour voter. Qui n'a pas de candidat si ce n'est Sassou? Il n'y a pas pardon. Botika Bisso, toi, Tolia Nakimia. Mais monsieur Trésor Kilibi, c'est un choix. Je sais que le vote, c'est un choix. Si vous avez décidé de voter Sassou, c'est votre choix, votez Sassou. Et il y a aucune animosité d'aller s'inscrire dans la liste électorale. Voilà, si le vote est un droit. Si vous avez la possibilité de voter, monsieur Trésor Kilibi, je vous suggère d'aller voter. N'ayez pas peur. Allez-y voter, allez-y vous inscrire dans la liste électorale. Si vous avez choisi de voter M. Sassou, M. Trésor Kelibi, c'est votre droit. Allez-y voter M. Sassou. Bonsoir M. Robert Célestin Mombouli. Je vous remercie d'avoir suivi ce direct. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez me poser vos questions. Sinon, je vous demande de partager ce message qui peut nous garantir la sécurité de tous les candidats. Mais Monsieur Christian Noah Ngombe, il faut savoir que le Congo est un état de droit. Il y a une force publique. La force publique est apolitique. La force publique, son rôle, c'est de garantir la sécurité à tous les citoyens congolais. Donc, voilà, la force publique n'est pas là pour Denis Sassou Nguesso ni pour la mouvance présidentielle. La force publique est apolitique. Et la sécurité de tous les citoyens congolais doit être garantie par la force publique. Donc, tous les candidats doivent bénéficier des mêmes droits que le président sortant. Voilà, donc, une fois que les dossiers des candidatures seront validés auprès de la commission d'investiture, de la commission électorale, la commission nationale électorale indépendante, en ce moment-là, tous les citoyens, les dossiers seront retenus, vont bénéficier des mêmes droits que le président sortant. Donc, en ce moment-là, le président sortant n'aura pas plus de droits que les autres, parce que le Congo est une démocratie. Voilà, tous les citoyens doivent bénéficier des mêmes droits. La force publique est apolitique et la force publique est au service de tous les Congolais. J'espère que j'ai répondu à votre question. Bonsoir Monsieur Lafaux, conscient Davidson. Bonsoir Madame Tessia Pimandou. Bonsoir Monsieur Christian Lulendo. Bon, en tout cas, je suis en train de voir. Bon, là, il y a plus de questions. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour toutes les personnes qui ont assisté à ce direct.
Merci beaucoup pour voilà, ceux qui ont posé des questions. Partagez ce message. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Très bonne soirée dans vos demeures respectives. À très bientôt. Au revoir.